Masolo Yamboka, Masolo Yamboka. Mais ce soir, Monsieur le ministre d'État, nous voulons faire une plongée dans un exercice qui est sensible et particulier en ce moment, parce que nous sommes évidemment agressés par le Rwanda. Et dans le cadre de cette agression, le narratif qui revient régulièrement met au devant votre communauté, la communauté à laquelle vous appartenez. Et nous avons estimé qu'il était important, comme vous l'aviez fait déjà une fois dans le cadre de cet exercice de redevabilité, mais que ce soir nous puissions nous focaliser sur la question pour que vous puissiez nous donner les détails et pour que notre opinion puisse être édifiée, parce que malheureusement, la guerre, nous la faisons dans un contexte aussi où il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent, qui ne permettent pas aux uns aux autres de comprendre la portée et la sensibilité de certains sujets. Et donc ce soir, nous voulons parler de la cohabitation pacifique en République démocratique du Congo et de la place de la communauté Banyamulenge. Monsieur le ministre d'État, bonsoir. Bonsoir Patrick. Merci de vous joindre à cet exercice de redevabilité dans un contexte où nous avons lancé la campagne Congolais Téléma. Monsieur le ministre, pour commencer, comment votre communauté vit ces moments de crise? Comment votre communauté réagit lorsqu'elle est constamment épinglée par les présidents rwandais comme étant une communauté qui vit un génocide en République démocratique du Congo? Comment réagissez-vous face à tout cela? Parce que vous savez mieux que nous que tout ce que le président Kagame dit n'est pas vrai. Je voudrais, d'entame, vous me permettrez, puisque c'est la première fois que je m'exprime ici sur la RTNC depuis les derniers développements que nous avons connus avec l'occupation de la ville de Goma, ensuite l'occupation de la ville de Bukavu. Je voudrais exprimer toute ma solidarité et ma compassion à nos frères et sœurs, à nos compatriotes qui vivent aujourd'hui sous cette partie de notre pays occupée par le Rwanda, parce qu'il faut appeler un chat par son nom, au travers de son supplétif ou ses supplétifs qu'est le M23 ou la FCM 23, comme on veut bien l'appeler. Et donc, nous voulons ici dire que nous partageons ces moments difficiles avec eux, et nous pouvons comprendre que être sous la domination de forces d'occupation soit vraiment des moments, des temps difficiles pour nos frères qui vivent à Goma, à Bukavu et dans toute cette partie, parce qu'aujourd'hui, Rutshuru aussi connaît le même problème, Masisi connaît le même problème, et donc notre solidarité et notre compassion les accompagnent à chaque instant. Alors comment est-ce que notre communauté, la communauté Banyamulenge, vit cette situation? C'est un véritable déchirement pour nous. Un véritable déchirement parce que nous nous rendons compte que aujourd'hui, un pays voisin, que moi je traiterais d'un État belliqueux, exploite les quelques problèmes que nous pouvons avoir dans notre pays. N'oublions pas que nous sommes un pays immense, avec 450 tribus, et que, comme d'autres pays, nous connaissons des défis internes. Et ces défis internes sont, par rapport à cette problématique, sont des défis de cohabitation entre certaines communautés. Je voudrais vous parler d'abord, avant de répondre à cette question, de ma propre expérience.
Comme il a dit, je suis originaire du Sud Kivu, territoire d'Uvira. Je suis de la communauté Banyamulenge. Mais avant d'être membre du gouvernement, je suis d'abord un élu du territoire d'Uvira. Élu du territoire d'Uvira signifie que j'ai obtenu des voix, non pas seulement de ma communauté d'origine, les Banyamulenge, mais aussi des autres communautés. Bafuliru, Bavira, Babembe, Bashi, Barega, qui sont installés dans ce territoire. Et peut-être pour la petite histoire, vous devrez aussi savoir que je suis le fils d'un illustre homme politique, M. Gisaro Muhoza Frédéric, qui lui-même, en son temps, a été également commissaire du peuple. À l'époque, les élus nationaux, on les appelait des commissaires du peuple. Il a été élu en 1977 et il a participé également au Parlement de 1970, mais là, ce n'était pas des élections, mais c'était par désignation en termes de consensus au niveau de la classe politique. Donc, il a été au Parlement à 2 reprises. Tout ceci pour dire que la cohabitation dans notre pays est possible. Cette cohabitation est une expérience réelle. Comme je le dis, je suis élu et donc j'ai dû aller vers ces autres communautés pour demander leur suffrage, qu'ils ont bien voulu m'accorder afin que je les représente au niveau du Parlement, au niveau de la représentation nationale. Et donc, c'est bien la preuve et la démonstration que la cohabitation est possible. Mais lorsqu'on parle de cohabitation, est-ce que cela voudrait dire qu'il n'existe pas de conflits ethniques, qu'il n'existe pas des problèmes de cohabitation entre les communautés? Non, il en existe. Comme il en existe dans tous les pays au monde qui rencontrent ce type de défis. Et donc, moi je dis que le problème n'est pas tant la cohabitation, mais le problème aujourd'hui est de savoir, lorsqu'il y a des problèmes de cohabitation, comment est-ce que l'État les prend en charge? Quelle est la réponse publique sur ces problématiques qui sont des problématiques inhérentes à la plupart des pays dans le monde? L'Afrique du Sud a connu un problème de cohabitation entre les Noirs et les Blancs. Les États-Unis d'Amérique, je parle là de démocratie, ont connu aussi des problèmes de cohabitation entre les Noirs et les Blancs. Et ici, en RDC, il y a effectivement des problèmes de cohabitation entre la communauté dont je suis originaire, Banyamulenge, et d'autres communautés voisines, les Bafuliru, les Babembe, dans une moindre mesure avec les Bavira, mais ce sont des problèmes qui existent. Des problèmes qui sont exacerbés aujourd'hui par 2 phénomènes. Le phénomène de l'existence des groupes armés qui sont pratiquement devenus des groupes armés communautaires parce que chaque communauté du Sud Kivu aujourd'hui a son groupe armé. Les Bavira ont leur groupe armé, les Fuliro. La plupart des communautés du Sud Kivu ont des groupes armés. Donc ça voudrait dire qu'il y a un problème de circulation d'armes et qui font qu'au lieu de régler les problèmes comme africains au niveau de l'arbre à palabre, mais il y a malheureusement des exactions qui se font parce qu'il y a des gens qui sont détenteurs d'armes. Mais ce problème est exacerbé aujourd'hui à cause de l'ingérence d'un pays voisin qui est le Rwanda. L'ingérence du Rwanda, au travers des multiples invasions qu'ils ont perpétrées dans notre pays, font que ce problème a pris une dimension qui est aujourd'hui, qui nous fait vivre la situation, comment je vais appeler ça, cette situation terrible que nous connaissons aujourd'hui, où notre pays est divisé,
où notre pays est victime d'une agression, d'une occupation, avec des prétextes fallacieux, où un pays vous dit « je viens pour protéger la minorité Tutsi ou la minorité Banyamulenge qui sont en danger d'extermination ». Mais où se trouve ce projet d'extermination? Qu'on me dise à quel endroit on a concocté ce projet et combien de Tutsis aujourd'hui sont massacrés dans notre pays. Nous avons ici affaire à une situation où vous avez un pyromane qui vient, qui dit il y a le feu, alors que le feu n'existe pas, et qui vient après dire c'est moi le pompier pour éteindre ce feu parce que je viens pour protéger une minorité. J'ai eu à le dire ici il y a quelques années, sur le même plateau ici de la RTNC, en disant que nous, comme communauté Banyamulenge, ou de manière plus générale la communauté Tutsi, nous n'avons jamais demandé au Rwanda de venir ici pour protéger notre communauté. Bien au contraire, les différentes invasions que fait le Rwanda ne fait qu'exacerber les problèmes de cohabitation qui peuvent exister. Parce qu'il en existe aussi entre les Luba et les Katangais. Nous l'avons vécu ici. Lors des joutes électorales, on a senti une certaine violence qui est revenue entre ces deux communautés. Nous le vivons aussi en Ituri, entre les Hema et les Lendu, ou encore ici, plus près de Kinshasa, entre les Teke et les Yaka. Tous ces problèmes de cohabitation sont des problèmes que doit résoudre la République démocratique du Congo parce que ce sont des défis internes. Point n'est besoin de voir un État voisin devenir l'avocat d'une partie de notre population et intervenir militairement avec plus de milliers de soldats, soi-disant pour protéger une communauté. Non, l'agenda est tout autre. Parce que je voudrais savoir, et je pose la question, qui protège la communauté Banyamulenge installée ici à Kinshasa? Est-ce le Rwanda? C'est notre État. C'est la RDC qui les protège. Nous avons ici, à Kinshasa, des membres de la communauté. Moi, je les fréquente, je les vois tous les jours. Ils circulent librement dans les villes de Kinshasa, dans la ville de Kinshasa. Nous avons notre communauté en bon nombre à Bukavu. Est-ce que c'est les Rwandais qui les protégeaient? Bien sûr, je parle d'avant l'invasion, parce qu'aujourd'hui, ils vont dire que c'est eux qui les protègent. Non. Bien avant l'invasion, qui les protégeait? Ce n'est pas le Rwanda. Ceux qui sont à Uvira, ceux qui sont à Lubumbashi, ceux qui sont à Kolwezi, sans oublier le gros qui vit dans les hauts plateaux de Mwenga, Fizi, Uvira, à Minembwe, puisque c'est le coin qui est le plus connu. Ce n'est pas le Rwanda qui les protège. C'est notre État qui les protège. Il peut y avoir effectivement des manquements. Cela peut arriver, mais il n'est nullement question, et nous n'avons pas invité le Rwanda à venir régler ce problème. Qu'il y ait des discours de haine vis-à-vis de cette communauté, parce que une certaine partie de notre population, affectée par le fait que le Rwanda attaque notre pays, et qui dit « mais vous leur ressemblez ». C'est ça le vrai problème. C'est la confusion qu'il y a parce que lorsqu'on regarde le visage des Rwandais, entre guillemets, parce que là aussi il faut préciser que le Rwanda est peuplé non pas que des Tutsis, mais il y a aussi des Hutus, et qui sont majoritaires. Mais simplement parce que le régime de Kigali aujourd'hui, qui est dirigé par M. Kagame, et parce que M. Kagame est Tutsi, comme je le suis,
comme il y a des communautés à cheval sur chacune de nos frontières. Mais à cause de cette ressemblance de phénotype, on considère que nous épousons leur narratif, nous épousons leur cause. Il n'en est pas question. Moi, et comme beaucoup d'autres, Banyamulenge, et je dirais même des Tutsis, de manière générale, nous ne sommes pas d'accord avec ce que le Rwanda, le plan du Rwanda, le plan macabre du Rwanda sur notre pays. Nos problèmes, nous voulons les régler en interne. Nous n'avons pas besoin de l'intervention d'un autre pays pour venir résoudre ou pour venir nous protéger, comme je venais de le dire. C'est notre État qui nous protège, comme il protège toutes les autres communautés du pays. Et en plus, laissez-moi peut-être continuer là-dessus. Allez-y, s'il vous plaît. Les autres conflits ethniques qui existent dans notre pays, mais les ressortissants, disons les populations de ces communautés-là, sont des communautés aussi qui sont à cheval avec les autres pays. Je vais prendre l'exemple des Hema et des Lendu, qui ont des problèmes aussi de cohabitation. Mais vous avez des Hema qui sont en Ituri, mais des Hema qui sont aussi de l'autre côté de la frontière, en Ouganda. Alors, si aujourd'hui, vous voyez l'armée ougandaise dans notre pays, mais ça, c'est une armée qui est invitée par la RDC parce qu'il y a des accords avec eux. Il y a une mutualisation de nos forces pour résoudre un problème que nous partageons. Par exemple, le problème des ADF, Nalu, qui sont d'origine ougandaise, mais qui sont venus ici, qui se sont réfugiés en RDC et qui déstabilisent leur pays d'origine. Mais l'Ouganda n'est pas venu comme ça sans être invité. L'Ouganda est venu au Congo sur l'invitation de notre gouvernement et nous mutualisons nos efforts, nos forces pour régler ce problème. Mais, Monsieur le ministre, une petite parenthèse sur ces sujets de l'Ouganda. Il semble que du point de vue de Rwandais, c'est l'élément déclencheur du conflit actuel et surtout que nous étions avec vous, avec le président de la République à Pondwe. On a décidé de faire des routes ensemble en partant de Kasindi jusqu'à Goma et que c'est une zone qui est considérée comme une zone d'influence ou que l'existence de cette route empêcherait Kigali et Gisenyi de vivre parce qu'ils déversent leurs produits à Goma. Merci, Monsieur le ministre, parce que là, maintenant, vous parlez des vraies causes de la guerre. Les vraies causes de l'invasion du Rwanda dans notre pays, qui, comme vous savez, sont des causes d'abord économiques, de pillage de nos ressources. Et pour parler de cette question de la route, c'est parce que, justement, nous avions, et je suis ici bien placé pour le dire, parce que je suis ministre des Infrastructures, et j'ai travaillé sur ce dossier, nous avions décidé, dans le cadre de la coopération avec l'Ouganda, de faire la route de Kasindi, qui est la frontière avec l'Ouganda, Beni-Butembo, mais aussi de faire la même route au niveau de Bunagana, Rutshuru, Goma. Deux routes qui sont dans le Nord Kivu. Et nous avions décidé de le faire ensemble, en partageant d'ailleurs les coûts de ce projet. Mais c'est à la suite justement du lancement de ce projet que le Rwanda a décidé d'entrer en guerre avec nous. Pour la bonne et simple raison que aujourd'hui, vous savez que notre pays est un pays enclavé, du moins dans sa partie est, et que pour atteindre l'océan Indien, il faut traverser des pays voisins, dont le Rwanda ou alors l'Ouganda, et l'essentiel du trafic passe par le Rwanda, Gisenyi, la ville de Gisenyi, qui est la ville voisine, ou Cyangugu, qui est l'autre ville vers Bukavu.
Et nous avons l'essentiel des trafics qui passent par là. Parce que le Congo, la RDC, a pris l'option de choisir une nouvelle voie en passant par Bunagana, donc en modernisant la route qui passerait de Goma, Rutshuru, Bunagana, c'est là les vraies raisons de la guerre. Parce qu'ils ont compris que tout le trafic qui passait par Gisenyi allait être détourné et les retombées économiques dont ils étaient bénéficiaires allaient aller vers l'Ouganda. Et c'est comme ça que la guerre a commencé. Vous savez que à l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir, il a eu une politique d'ouverture vers les voisins. Tout à fait. Dont le Rwanda. Nous avons tous vécu ça ici. Et je dis que ce n'était pas facile puisque la population congolaise a toujours gardé un sentiment de rancœur à cause des différentes invasions dont nous avons été victimes. Aujourd'hui, l'invasion s'appelle AFDEL. Demain, ça s'appelle RCD. Après-demain, ça s'appelle CNDP. Le surlendemain, ça s'appelle M23. Tous ces costumes que le Rwanda a portés, alors que le corps était le même, ce sont toutes ces guerres qui ont créé justement ce sentiment vis-à-vis du Rwanda. Et donc, le président Tshisekedi, en arrivant au pouvoir, lorsqu'il décide de l'ouverture, c'est assez mal perçu par notre population. Mais il voyait les choses dans une vision de paix et de développement de toute la sous-région. Absolument. Construisons plutôt des ponts plutôt que de construire des murs entre nous, afin que toutes les populations de notre sous-région, de notre comté, puissent en bénéficier. Voilà quelle était sa motivation. Et il a tendu la main au Rwanda. Mais aujourd'hui, on voit qu'on l'a payé en monnaie de singe. Vous comprenez? Et donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est véritablement d'abord des raisons économiques et je dirais même des revendications territoriales. Puisqu'aujourd'hui, peut-être que la presse n'est pas informée, mais si vous suivez les débats au Parlement rwandais, aujourd'hui, ils discutent sur les contours ou les limites du Rwanda de l'époque, je veux dire, précoloniale. Tout à fait. À l'époque des royaumes et des empires. On aura l'occasion d'y revenir. On va y revenir peut-être. Tout à fait. Mais il y a eu 1885 qui a fixé les limites territoriales, les limites de chaque pays. Et aller à l'encontre de cela, c'est violer le droit international. Donc, je voulais parler justement, tout à l'heure, j'avais commencé à développer la problématique de la coopération qui doit exister entre les États. Nous pouvons avoir des défis communs. Tout à fait. Par exemple, la problématique, comme je l'ai dit tout à l'heure, des Hema et de Lendu, qui est un problème qui touche une communauté qui est à cheval. Mais vous ne pouvez venir, si nous avons besoin de votre accompagnement, de votre soutien, que si nous vous invitons. Il y a un droit international qui existe et qu'on ne peut pas fouler aux pieds comme cela. Alors, aujourd'hui, et je vais y revenir, vous savez, nous sommes tous conscients que le Rwanda a vécu un drame innommable, le génocide. Tout à fait. Et c'était des moments terribles que nous ne cesserons de dénoncer. Le génocide des Tutsis au Rwanda est une réalité. Personne ne peut en douter. Et aujourd'hui, il y a une forme de culpabilité collective parce que la communauté internationale avait abandonné cette population. Et qui fait que cette même communauté a du mal aujourd'hui à condamner. Il a fallu presque 30 ans pour que la communauté internationale accepte finalement,
à cause des efforts diplomatiques que nous avons faits, de condamner le Rwanda pour ses invasions, à cause de cette culpabilité. Ils ont intervenu en 98, en 96, en 2008, en 2012, mais jamais ils n'avaient été condamnés. C'est maintenant que ces condamnations commencent. C'est cette culpabilité qui est à la base de cela. Et qu'il est difficile d'imaginer pour cette communauté internationale que la victime d'hier peut devenir le bourreau d'aujourd'hui. Parce que c'est cela. C'est de cela qu'il s'agit. Et nous, en tant que communauté, nous disons que nous avons besoin de vivre en paix avec nos frères et nos compatriotes des autres communautés congolaises. Nous ne voulons pas servir de marchepied. Nous ne voulons pas servir de prétexte aux agendas cachés d'un pays voisin. Parce que nous n'avons pas été associés à ce projet. Et nous nous inscrivons en faux. Et si d'aventure il y a des membres de notre communauté, parce qu'il y en a, qui travaillent effectivement avec eux, mais c'est à leur titre, je veux dire, c'est à titre personnel. Ils n'engagent en rien les communautés dont ils sont originaires. Ils n'ont pas le mandat de parler au nom de ces communautés à cause des aventures personnelles, de recherche de positionnement, de recherche de gains personnels. Qu'ils engagent toute une communauté à tel point que aujourd'hui, on verse dans une forme de globalisation ou même de criminalisation de toute une communauté en disant oui, vous êtes avec ces gens-là. Et j'attire l'attention ici parce que c'est ça le piège du Rwanda. C'est ça le piège du narratif rwandais. Lorsqu'ils disent nous venons pour protéger cette communauté, ils savent quelle est la réaction que cela va susciter de la part des citoyens congolais. Ça va être une réaction de rejet vis-à-vis de cette communauté en disant « Ah, c'est vous les complices. Ah, c'est vous par qui nos malheurs arrivent. » Donc nous allons être rejetés par les autres communautés et peut-être les plus extrémistes de la communauté nationale vont même aller jusqu'à faire des discours de haine, vont aller jusqu'à faire des exactions contre cette communauté. Et le Rwanda viendra en disant, voilà ce que je vous disais. N'est-ce pas la preuve que cette communauté est maltraitée? N'est-ce pas la preuve que cette communauté est discriminée, qu'elle est stigmatisée? Parlons de la discrimination de cette communauté. On va atterrir par là avant de prendre les questions, Monsieur le ministre d'État. Parce que c'est non sans émotion que je vous parle. Évidemment. Et vous pouvez le comprendre. Je suis ministre d'État dans ce pays. Je suis élu dans ce pays. Avant moi, il y a eu des ministres d'État. Avant moi, il y a eu même des vice-présidents, un vice-président. Il y a eu des vice-ministres. Il y a eu des élus, membres du bureau de notre Parlement. Toutes ces fonctions, ce sont des Banyamulenge qui les ont occupées. Et donc lorsqu'on parle de discrimination, il faut quand même nuancer les propos. Parce que notre communauté a toujours été représentée, je ne vais pas dire dans toute l'histoire, mais je vous ai compté, je vous ai dit que dans les années 70, nous avions un élu. Et plus tard, il y a eu peut-être un vide pendant un moment donné, mais plus tard, nous avons eu un ministre des Affaires étrangères ici. Et tout ce que je viens les fonctions que je viens de citer. Donc, la représentativité de notre communauté est une réalité aussi.
ça n'exclut pas, effectivement, qu'il y ait eu, comme je l'ai dit, des problèmes de cohabitation avec certaines communautés, ou peut-être même ici à Kinshasa. Parce que disons les choses telles qu'elles sont. Lorsque notre pays est agressé, lorsque notre pays est attaqué, mais il y a une forme de révolte ici, à Kinshasa. Et lorsqu'on voit dans la rue quelqu'un qui se promène avec mon faciès, on dit « Atalaba Rwande Bangoy ». Donc cette confusion qui vient dans le chef de notre population, mais quelle en est la cause? C'est d'abord les attaques, c'est d'abord l'agression. Bien sûr, l'élément déclencheur. L'élément déclencheur. Et donc, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est de ne pas verser dans ce piège qui nous est tendu. Poison rwandais. Ce piège qui nous est tendu, qui tend à nous diviser, qui tend à exploiter nos conflits, à exploiter nos divergences internes pour servir des agendas que la plupart de ceux qu'on utilise ne connaissent pas. Voilà le danger qui nous guette. Le président de la République lui-même, le commandant suprême, l'a dit de manière claire et ferme qu'aucune communauté ne devrait être discriminée. C'est un rappel que nous faisons tous les jours. C'est un rappel qui est très très important parce que, comme nous le savons tous, la République démocratique du Congo est un pays rempli de minorités, mais nous formons tous un seul pays. 26 égale 1, 145 égale 1, comme vous tous vous le savez. Nous allons commencer, Monsieur le ministre d'État, la série des questions. Il y en a beaucoup, moi-même. Il y a des préoccupations pour lesquelles nous solliciterons vos éclairages, parce qu'il est important que notre population qui nous suit à travers cet exercice comprenne justement la sensibilité du sujet et la nécessité pour elle de faire toujours la démarcation entre ceux qui sont les bourreaux et ceux qui sont des dommages, parce que malheureusement votre communauté est stigmatisée et cette stigmatisation faite par le président Kagame vous expose, comme vous l'aviez expliqué tout à l'heure, aux yeux des autres communautés. Mais c'est pour ça que nous faisons cet exercice, pour que les uns et les autres puissent comprendre et faire la nuance sur cette question et nous préserver d'être considérés comme un pays où il y a une discrimination contre une communauté. Monsieur Amédée Moirabou, allez-y pour vous. Je crois que nous tous, nous devons être très vigilants et faire attention. Autant nous sommes dans notre droit de regarder ce que font les ennemis, mais il faut surtout être vigilant à ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, les Rwandais n'ont jamais été autant dans une mauvaise posture. Et que la contre-offensive, entre guillemets, si les gens veulent la considérer comme telle, parce que ça se fait en renfort de mensonges aux États-Unis, ne vient qu'en réaction. N'oubliez pas qu'il y a quelques semaines, celui qui est considéré comme le numéro 2 du régime, qui a été des tristes mémoires, chef d'état-major de notre armée en 1997, a été sanctionné par les Américains. Il est ministre d'État en fonction. Il a été sanctionné. Et vous avez suivi, le président de la République avait fait une interview dans le New York Times où il avait parlé de cette idée de voir comment attirer plus d'investissements américains dans notre secteur minier dans le cadre de la stratégie de la diversification. Les débats aujourd'hui aux États-Unis n'est pas les débats qui consistent à écouter les mensonges répétés des Kagame. Nous savons qu'il a eu des rencontres notamment au niveau du Capitol Hill au Congrès où ses envoyés ont reçu une fin de non-recevoir. Vous pouvez venir, on vous écoute, mais on vous dit « Qu'est-ce que vous faites en RDC ? Qu'est-ce que vos militaires font en RDC ?» Il y a des problèmes de gouvernance, il y a massacre de communautés, etc. Mais la question qu'on leur pose, qu'est-ce que vous faites en RDC ? Quittez le territoire, ce n'est pas le vôtre, ce n'est pas eux qui vont venir régler nos problèmes de gouvernance ou le problème de la coexistence pacifique entre nos communautés. C'est ça les messages qu'ils entendent à Washington. Un mensonge en force d'être entendu ne devient pas la vérité. Parce que, regardez bien, s'il vous plaît, vous pensez que c'est sur quelle base que les Américains ont pris la décision de sanctionner James Kabarebe?
Est-ce que les Américains, en prenant ces décisions, ne savaient pas, ne connaissaient pas le narratif rwandais? Vous êtes sûr? Parce que la décision, lorsqu'elle est prise, elle est motivée. Il faut lire ce qui est écrit lorsque James Kabarebe est sanctionné. Dans la posture actuelle où tous les pays du monde, un par un, commencent à prendre des sanctions, les sanctions qui, pour nous d'ailleurs, sont arrivées un peu plus tard, après les condamnations, est illustratif du ras-le-bol du comportement du président rwandais. Alors moi, je veux bien que les compatriotes puissent être sensibles sur les gesticulations de nos adversaires, mais il faut bien lire et bien interpréter le travail que nous faisons avec le président de la République en tête. Vérifiez, regardez, vous tous, vous avez vu, M. Boulos, que le président Trump a choisi pour être l'envoyé spécial dans le Grand Lac. Et lorsque vous lisez les articles qui annoncent tous, en toile de fond, parlent du deal minier, ou de la discussion. Alors, lorsqu'on veut parler à ce niveau-là des intérêts stratégiques à la fois américano-congolais, mais qu'est-ce que les Rwandais viennent faire là? Au contraire, le président Kagame, il essaye, on sait comment il opère à travers des groupes pour essayer de se trouver une place dans ces débats, mais il n'a pas de place justement dans ce débat qui doit se faire entre la République démocratique du Congo et le gouvernement américain. Et donc ici, il faut savoir que c'est eux aujourd'hui qui ressentent le plus des besoins d'aller s'expliquer dans le monde entier. Vous voyez les gesticulations du ministre des Réseaux sociaux, on veut aller à Bruxelles, on veut aller, mais regardez les mépris avec lesquels ils réagissent dans les communiqués lorsqu'ils sont sanctionnés. Mais les personnes qui sont sanctionnées aujourd'hui se retournent vers les personnes qui leur ont imposé des sanctions pour aller expliquer quoi? Que ce genre-là ne savait pas avant la prise des sanctions. C'est évident qu'ici, ils sont dans une stratégie des manipulations habituelles, une stratégie de désespoir, parce qu'ils savent que des sanctions massives arriveront. En tout cas, tant qu'ils garderont leurs troupes sur notre sol, cela va arriver parce que là, c'est violer toutes les règles internationales en la matière, et surtout que vous suivez quotidiennement des crimes de guerre, on attaque des malades dans les hôpitaux, on les kidnappe, on les tue, on attaque les écoles, mais tout ce qui se fait là, le monde entier voit. Je ne vois pas les discours que le président rwandais et ses sbires ou supplétifs peuvent ressasser matin, midi et soir, qui va changer la réalité qui est vécue sur les terrains, celle des massacres systématiques. Et donc, les Congolais, partout, nous sommes devant avoir confiance. Parce que lorsque nous vous parlons de la combinaison de tous les fronts, ça produit des résultats. Et donc, même sur les terrains où ils sont supposément censés être, nous y étions. J'étais les premiers, moi, à faire les débats avec Mme Ramaya dans Atlantic Council, peut-être parce que c'était en anglais, les uns les autres ne sont pas suivis, n'ont pas pu suivre. Et donc il y a, on ne vous dira pas, il y a des initiatives en cours, des interviews en cours de préparation qui vont aller à tous les niveaux, parce que les médias constituent pour nous un front à part entière. Donc de ce point de vue, soyez plutôt rassurés qu'un mensonge à force d'être entendu ne deviendra jamais vérité. Sur les deuxièmes volets de votre question que le ministre d'État a effleuré, je serais d'ailleurs heureux qu'il puisse me compléter à ces sujets. Nous savons qu'en réalité, le plan du Rwanda, derrière tous les faux prétextes aujourd'hui, c'est de réussir à couper une partie de la RDC. Alors, on essaye de deux manières. Soit qu'on l'occupe avec nos militaires en imposant la terreur telle qu'ils l'ont fait, pensant que la communauté internationale, ou d'abord nous-mêmes les Congolais, on ne serait pas vigilants, on se laisserait faire. Comme ça, ils consacrent la balkanisation physique de fait. Parce que ce qu'ils font, c'est quoi? Dans les territoires occupés, quand ils arrivent, la première chose qu'ils font, ils brûlent les archives. Ils brûlent les archives, ils font des redistributions de terres et ils pensent même repeupler. Mais c'est quoi le plan? Et c'est ce qui est en cours. Et tout le monde le sait, parce que c'est que je vous dis, si vous lisez un article qui est sorti il y a quelques semaines de Michael Arong, elle s'appuie sur des commentaires qui sont faits par les experts des Nations Unies. Et nous avons ces éléments, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur l'a déjà abordé en conseil et nous sommes déjà revenus dessus. Alors, la messe qui est dite, la fausse messe qui est dite au niveau du Parlement rwandais, c'est encore une fois du verbiage, parce que ici, le gouvernement rwandais tient à tout prix à garder son opinion avec elle.
en disant que nous avons des problèmes de sécurité, parce que là-bas, on massacre des Tutsis, encore que le ministre d'État l'a déjà dit ici, quelle que soit la nature de problème qu'il peut y avoir en RDC, eux n'ont pas le droit d'intervenir. Nous avons les Bazombo ici, nous avons les Bateke, nous avons des tribus transfrontalières. Est-ce que s'il y a un problème avec les Andés dans l'ex-Équateur là-bas, est-ce que le président Touadéra doit intervenir? Et donc, vous voyez qu'ici, c'est un plan malsain qui est concocté et on veut se donner tous les arguments pour venir les justifier devant la propre opinion rwandaise qui commence à se distancer de leur régime. C'est parce que les citoyens rwandais n'ont pas le droit à la parole. Mais si on leur devait donner la parole, je ne suis pas sûr qu'ils embrasseraient tout de suite les schémas ourdis par leur président. Un schéma où on veut commencer à perpétuer des mensonges avec des sénateurs qui ne se gênent pas devant des médias publics de venir tenir des propos qui attaquent les femmes dans ce qu'elles ont de plus précieuses, qui sont victimes des agissements de leur armée. Vous voyez la structuration d'un régime si barbare et qui pense pouvoir se pérenniser ici, soit par eux-mêmes, soit par des supplétifs. C'est là le plan, et c'est pourquoi nous sommes debout. C'est pourquoi les Congolais nous sommes télémas. C'est pourquoi toutes les communautés de la RDC, y compris la communauté du ministre d'État, dit non et se mobilise justement pour mettre fin à ces plans malsains d'occuper une partie de notre territoire et de revenir sur les tracés coloniales. C'est vous dire que tout ce qu'ils utilisent comme prétexte, discours de haine, etc., ce ne sont que de prétextes mensongers. Les vraies raisons sont celles-là. Monsieur le ministre d'État, un complément sur cette question. Très bien. Je crois que vous avez pratiquement tout dit sur la question, mais moi je voudrais insister sur le fait que le monde dans lequel nous vivons n'est pas une jungle, où chacun peut se lever, un État peut se lever et fouler aux pieds les règles internationales impunément. Les relations entre États sont définies par, justement, des règles internationales. Et donc, ici, on ne peut pas comprendre. Il y a des exemples dans l'histoire, d'ailleurs. On ne peut pas comprendre que ce soit un État étranger qui vienne faire l'avocat d'une communauté d'un autre pays. Si les communautés de ce pays-là, d'un pays donné, mettons la RDC ici, puisqu'on parle du cas des Tutsis, si les Tutsis s'étaient levés pour dire « nous voulons une autodétermination », parce que nous ne sommes pas acceptés en RDC, nous sommes... Alors, cette autodétermination, c'est celle-là qui peut créer ou engendrer, comme dans le Soudan du Sud, vous savez que le Soudan avant était un seul pays, mais ce que vivaient les Noirs du Soudan a poussé ce peuple-là à s'autodéterminer. Vous comprenez? Mais ici, en République démocratique du Congo, ce qui est étonnant, ce n'est pas la communauté congolaise qui peut avoir des problèmes, qui demande une autodétermination. Il s'agit d'un autre pays qui vient, qui dit non, cette communauté-là vous devez, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Peut-être que vous ne l'avez pas souligné. Ce qu'il y a derrière, ce que le Parlement a pris comme résolution, ce sont des visées territoriales. Ce sont des visées pour dire que puisque ces populations se sont retrouvées de l'autre côté de la frontière à cause des limites fixées par la colonisation, eh bien, nous voulons récupérer ces espaces dans lesquels ils vivent. C'est ça qu'il y a derrière, c'est ça l'agenda. Le véritable agenda, c'est celui-là. Et maintenant, on commence à utiliser des mécanismes nationaux, passant par le Parlement, une résolution, pour que demain, on puisse passer véritablement à l'action. Donc c'est ça le but. Vous comprenez? Alors, nous disons qu'il n'y a pas
en République démocratique du Congo des espaces ou des personnes ou des communautés qui ont décidé qu'elles puissent être récupérées par le Rwanda ou que leurs espaces puissent être... Et il ne faut pas oublier aussi qu'en parlant que des Tutsis, mais les Tutsis ne vivaient pas seuls, même dans l'époque coloniale ou l'époque des royaumes et des empires. Si tant est qu'ils vivaient dans ces parties, dans ces espaces, Rutshuru, ici, ils n'étaient pas seuls. Et donc lorsqu'on parle de... Même si on devait, dans l'impossible, je suis dans l'impossible où il y aurait quelqu'un qui voulait le faire, mais ce n'est pas que une communauté qui vit avec les autres, qui dit, moi, je décide que, voilà, je veux m'autodéterminer. Non. Ils étaient avec les Hutus, ils étaient avec les Nyanga, ils étaient avec les Houndé, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, ceux de notre communauté qui veulent servir ces intérêts-là ne pourront pas y arriver parce qu'il y a les autres communautés qui ne vont pas les rejoindre dans cette démarche-là. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer, c'est tout simplement invraisemblable. Voilà pourquoi on utilise la terreur. Voilà pourquoi on utilise la force armée pour faire taire ceux qui osent lever le doigt ou lever la bouche pour pouvoir dire le contraire de leur agenda. C'est ce qui est en train de se passer. Et malheureusement, pour eux, c'est que même nos villes qui sont occupées aujourd'hui, il y a une vraie résistance. Il y a une résistance silencieuse peut-être, parce qu'ils n'ont pas d'armes pour pouvoir réagir. Mais ils résistent. On leur parle. Et ils demandent quand est-ce que, finalement, nous allons revenir dans le giron national. Nonobstant la propagande que nous pouvons entendre de leurs affidés. C'est ça la réalité. Voilà ce que je pourrais dire. Voilà, M. Eric Izami, ce n'est pas une question qui se règle au niveau de la notabilité, c'est une question qui se règle au niveau global. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, le président de la République, nous travaillons notamment à renforcer la police, parce que c'est la police qui est censée être celui qui assure la sécurité de biens et des personnes à l'intérieur du territoire national. Et donc, ça, c'est un engagement sur lequel nous travaillons. Évidemment, il faudra régler les problèmes de groupes armés. Il y a des processus qui sont prévus pour. C'est une combinaison des efforts qui nous permettront d'une part de régler ces problèmes-là, mais d'autre part de renforcer la police qui est censée, elle, être la seule structure qui assure la sécurité de toutes les communautés à la fois. Imaginez qu'on a 450 tribus, s'il y a 450 milices, ça devient source d'insécurité pour tout le monde et partout. C'est pour ça que nous tous nous investissons, l'État investit dans la police pour que la police puisse jouer ces rôles-là des protecteurs de biens et des personnes. Monsieur le ministre, dire que c'est la réponse institutionnelle. Comment est-ce que l'État répond à cette problématique des incursions, à la problématique liée à nos groupes armés, donc l'insécurité causée par nos propres compatriotes. Et je vais terminer par la question de la justice dont vous avez parlé. Bien. La réponse à cette problématique, d'abord, est une réponse qui fait appel à notre conscience de Congolais. Vous savez, l'éducation que nous donnons à nos enfants, l'éducation ou l'instruction qui est donnée dans les écoles, c'est là que les choses doivent commencer. C'est là qu'on doit dire à un élève que celui qui est là, même s'il n'a pas la même longueur ou la même forme du nez que toi, mais il est ton frère, il est ton compatriote. Donc la première réponse finalement à cette cohabitation, c'est d'abord l'éducation. Parce que ça, c'est une réponse à long terme. Parce que tant que subsistera justement, comment dirais-je, ces problèmes de cohabitation, nous donnerons toujours, quelque part, une fenêtre à ceux qui veulent déstabiliser notre pays. Donc, l'éducation
de notre population est la première réponse. Et je dis que ça commence par l'école. Mais aussi l'éducation de nous tous. Parce que bien souvent, c'est l'ignorance qui est à la base des conflits qui existent. Il y a des gens, de manière tout à fait objective, mais vraiment de manière tout à fait objective, qui croient véritablement qu'un Tutsi ne peut pas être congolais. Qu'il n'y a pas de Tutsi congolais. C'est de l'ignorance. Parce que l'histoire de notre pays, comme on l'a dit un peu tout à l'heure, l'histoire de notre pays a fait que la délimitation de nos frontières n'est pas l'œuvre des Congolais. C'est l'œuvre des puissances coloniales de l'époque qui ont décidé de départager l'Afrique en fonction de leurs intérêts. Peu importe quel était le peuple ou la communauté qui vivait à tel ou tel endroit. Il y a des endroits où, entre les pays, il y avait des frontières naturelles, comme, je ne sais pas, ici, le Congo en face, nous avons une frontière naturelle. Mais, le fleuve. Mais si vous allez plus loin, toujours entre nos deux pays, vous allez vers l'Ouosi, il n'y a pas de frontière naturelle. En marchant à pied, vous vous retrouvez dans le Congo voisin. Mais ce sont les mêmes populations qui vivent. Bien sûr. Exactement. Et cela est valable sur les 9 frontières de notre pays. Et donc aussi à la frontière avec le Rwanda. Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, ça c'est un fait historique. Ça ne dépend pas de nous, Congolais, ou même des Rwandais. Ce sont des choses, des délimitations qui nous ont été imposées à nous tous. N'est-ce pas? Et donc, il faut que les gens le comprennent. Vous savez, je vais paraphraser la Bible qui dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Notre pays aussi est détruit quelque part à cause de l'ignorance. Parce que cette ignorance fait que nous nous rentrons entre nous. Nous nous combattons entre nous. Hein? On dit souvent que une misère, la Bible encore, c'est peut-être mon côté un peu chrétien, qui dit qu'une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Donc pour que notre pays subsiste, il faut l'unité nationale. Il faut l'acceptation des uns et des autres. N'est-ce pas? Et le problème, c'est lorsque l'ignorance nous amène à poser des actes en pensant réellement agir en faveur de notre pays. Donc quelqu'un qui aujourd'hui, il y en a qui disent, qui traitent tous ceux qui me ressemblent, tous les Tutsis, de Rwandais. Et ils croient en fait rendre service au pays en le disant. Alors qu'en réalité, ils sont en train de rendre service et de véhiculer justement le narratif du Rwanda, qui s'en sert pour dire voilà, c'est ça le discours de haine ethnique, c'est ça le discours d'exclusion, le discours de stigmatisation. Alors que ces gens, en le disant, pensent rendre service à leur pays. Voilà l'ignorance. Et c'est cette ignorance que nous devons combattre tous. Vous, chevaliers de la plume, comme nous, politiques, l'État. Comprenez? Donc, l'aspect de l'éducation de la masse est une chose importante pour la survie de notre pays. Il y a aussi maintenant, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la justice. La justice régule aussi les actes que nous posons. Si les discours de haine ethnique, ou s'il y a des exactions qui sont faites et qu'ils ne sont pas réprimés, eh bien, c'est la porte ouverte à tous les débordements. Mais à contrario aussi, s'il y a des personnes qui sont des traîtres pour la nation, mais nous devons également les dénoncer. Nous devons également les pointer du doigt. Et si vous voulez que je vous réponde de manière très claire à cette question, oui, moi je suis prêt. Je suis prêt à les dénoncer. Et ils ne s'en cachent pas. Ils ne s'en cachent pas. Vous les voyez, ils sont de l'autre côté. Bien sûr. Ils servent le Rwanda,
Tous les jours. Ils ne s'en cachent pas. Vous allez les voir dans les réseaux sociaux, vous allez les voir dans les déclarations qu'ils font, ainsi de suite. Donc, ils sont connus. Et un jour, ils rendront des comptes à notre pays. Je reçois des sollicitations de la communauté Banyamulenge pour s'exprimer de manière régulière. Et à chaque fois qu'il y a des cas, des dérapages ou des cas des poisons rwandais qui circulent, je suis moi le premier à être alerté par la communauté et ce n'est même pas par mon collègue ministre d'État. Je pense qu'il y a quelques jours, nous avons vu qu'elle s'est exprimée de manière claire et on n'avait pas besoin de les stigmatiser ou de les activer. Parce que moi qui suis régulièrement en contact avec eux, je sens en eux le même souci que chacun d'entre nous pour que cette guerre se termine. Je fais un témoignage qui n'est pas lié au fait que le ministre Gisaro soit mon collègue ou que je connaisse depuis des longues années, mais parce que, en dehors de lui, régulièrement, comme je suis le ministre de la Communication et des Médias, je suis mis au parfum des situations par les membres de sa communauté. Je tenais à faire ces témoignages pour être plus précis. Monsieur le ministre, allez-y s'il vous plaît. Personnellement, je suis intervenu ici pour parler de cette question. Et je l'ai fait dans des termes très clairs, en disant que jamais notre communauté n'a invité le Rwanda au Congo ou a demandé un quelconque plaidoyer du Rwanda ou son advocature pour régler nos problèmes. J'ai mis en avant le fait que nous avons un État responsable, un État qui doit régler les problèmes de conflits internes là où ils apparaissent. Donc nous ne sommes pas tus, nous l'avons dit. Mais peut-être que, et je peux accepter votre remarque en disant nous devrons le faire plus souvent. Peut-être, nous devons le faire plus souvent pour que la communauté nationale soit, ou l'opinion nationale soit beaucoup plus informée sur ces questions. Nous devrions réaliser des émissions historiques qui peuvent montrer effectivement que la problématique, même des origines, que nous ne sommes pas une population qui est venue juste après les massacres qu'il y a eu au Rwanda, parce que cette idée aussi circule dans la population en disant, voilà, ils sont arrivés ici en 1960, après que le Rwanda ait connu les massacres de 59, ou encore d'autres qui situent notre arrivée en 72. Des émissions pareilles doivent être organisées. Et moi, je peux vous dire que je l'ai fait sur d'autres chaînes de télévision, bien avant. La dernière fois ici, c'était le 14 février 2023. Avec vous. Ici. Et puis on a déjà fait plusieurs émissions, notamment avec l'honorable Sebineza. Tout à fait. Ou avec les députés d'Ouvira. Vous avez reçu aussi d'autres personnes, comme M. Gassoré, M. Kamanzi, ou d'autres personnes qui ont eu à intervenir sur ces questions pour expliquer à l'opinion nationale. Mais c'est vrai que peut-être que les gens estiment que nous ne parlons pas assez, ou nous ne le disons pas assez. Je peux effectivement accepter cela pour dire que nous devons faire un effort plus grand pour que notre population soit mieux informée, soit mieux sensibilisée sur ces questions, parce que effectivement, c'est là le véritable piège qui est tendu, non pas à une communauté, mais qui est tendu à notre pays. Tout à fait. Parce que c'est ça aujourd'hui, le véritable discours, le narratif du Rwanda se base sur cela. Et nous ne voulons pas cautionner ce narratif. Et je pense que vous allez nous revoir beaucoup plus souvent sur ces questions. Voilà. Monsieur le ministre d'État, parce que nous parlons de votre communauté, de sa représentativité, est-ce que vous pouvez nous donner, peut-être sans les citer, pas les nombres, mais tout au moins une idée des membres de votre communauté qui font partie des différentes structures de l'État? Oui, j'aurais dû d'ailleurs l'évoquer tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai parlé des hautes fonctions d'État
en parlant de ceux qui ont œuvré dans le gouvernement, mais dans les entreprises publiques, nous avons aussi des membres de la communauté qui sont des directeurs dans les entreprises. La Banque centrale, le Fonds de promotion de l'industrie, et j'en passe. Mais au-delà du monde civil, il y en a aussi dans l'armée. Dans l'armée, nous avons des membres de la communauté, mais à tous les niveaux, à tous les grades. Des généraux, à partir du grade de général jusqu'au plus bas de l'échelon. Nous avons une dizaine. Si je dois prendre tant ceux du Sud Kivu que du Nord Kivu, nous avons une dizaine. Actuellement, le numéro 1 de la zone de défense, qui a en face de lui justement les armées du Rwanda ainsi que ses supplétifs du M23, le général Masunzu, et de la communauté, Banyamulenge. Le commandant des régions adjoint du Sud Kivu et de la communauté Banyamulenge. Je passe, vous avez au niveau de l'inspection générale, au niveau de la force terrestre, nous sommes représentés dans ce corps. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que ces communautés ou les membres de notre communauté meurent avec les autres. Absolument. Le président de la République l'avait relevé ici. Ils versent leur sang avec les autres. Récemment encore, au mois de février ici, il y a un colonel qui a été abattu sous les balles de l'armée rwandaise. Son corps est ici, est à la morgue. Oui. Donc, nous sommes présents dans les institutions et dans la vie nationale, de manière générale. Je ne parlerai pas de ceux qui sont dans le commerce. Il y en a qui font du commerce de vaches, qui circulent avec leur bétail un peu partout de la République. Et si certains, effectivement, peuvent rencontrer des problèmes, parce que ça arrive aussi, qu'ils soient en face de certains extrémistes qui leur causent des problèmes, véritablement. Mais tout cela, ça revient à ce que disait tout à l'heure le ministre. Ça, ce sont des questions que notre pays, notre État, doit résoudre et est en train de résoudre. C'est pourquoi vous voyez que, au plus haut niveau de l'État, le chef de l'État lui-même se mouille le maillot pour en parler, pour éviter que nous tombions dans le piège qui nous est tendu, en disant « ce sont des compatriotes, ils meurent au front avec nous, avec les autres communautés de la République, pour défendre l'intégrité territoriale, pour défendre notre pays. » Et c'est ça, finalement, le sens même de l'unité nationale. C'est ça le sens de la cohésion nationale. Et ce n'est que de cette façon que nous bâtirons un État fort au cœur de l'Afrique. Merci pour la question. Ce qu'il faut savoir, et ce que je peux en dire pour le moment, c'est que le président angolais avait une responsabilité dans le cadre de la résolution 2773. Pour ceux qui n'ont pas lu, je souhaiterais que les gens lisent, parce que c'est lui qui est le médiateur principal dans le cadre du processus de Luanda. Et il a invité le président de la République aujourd'hui pour lui faire part de l'initiative qu'il a prise. Donc il faudra attendre dans les prochains jours de précisions qui pourront être faites sur comment cette initiative devrait se faire. Donc nous reviendrons pour vous donner des plus amples détails dès que nous les aurons. Voilà. Monsieur le ministre, on va terminer cet exercice, mais il y a quand même la question, une question pendante, c'est la question des FDLR. Parce qu'on peut tous se souvenir qu'il y avait ici l'ambassadeur du Rwanda qui est revenu sur le sujet. Je voudrais qu'avec la technique, on puisse les réécouter, comme ça on pourra avoir aussi votre réaction sur le sujet, parce que c'est un prétexte existentiel pour le Rwanda, il y a encore 4 ans. Il ne constitue plus une menace existentielle. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo a mené des opérations qui ont fait qu'on a réduit la nocivité de ce groupe. Et aujourd'hui, quand il le disait, il ne constitue plus une menace. Donc, et il insiste sur la coopération qui existait entre les deux pays, qui a conduit à ce résultat. Il a dit c'est bon qu'il y ait une coopération. Et
j'aimerais dire clairement qu'il n'y a pas meilleure réponse pour comprendre que le narratif rwandais d'aujourd'hui est un narratif qui est totalement faux. Parce qu'eux-mêmes l'ont dit, et c'est un représentant officiel du Rwanda qui l'a dit. Il n'y a plus de menace existentielle du Rwanda par rapport au FDLR. Donc ce que nous comprenons, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsqu'il y a coopération entre les deux pays, les FDLR n'existent plus, ne sont plus une menace. Mais lorsque les relations deviennent mauvaises, tout d'un coup, ces FDLR deviennent une menace. Que devons-nous comprendre? Quelque part, il y a quelqu'un qui ment. Ou c'est l'ambassadeur qui avait menti, et je ne pense pas que c'est le cas, ou c'est le discours actuel, ou qui est mensonger. Absolument. Donc, en réalité, chers compatriotes, il s'agit là d'un mensonge d'État. Les FDLR, comme vient de le dire, effectivement, dans une période non suspecte, le Rwanda a déclaré que les FDLR n'était plus une menace pour le Rwanda. Et d'ailleurs, dans le cadre justement du processus de Luanda, la République démocratique du Congo s'est offerte en disant, mais si réellement le problème est là, nous pouvons mutualiser, nous pouvons essayer de régler ce problème. Non pas en mutualisant parce qu'aujourd'hui nous n'avons plus confiance en eux, mais la RDC s'engage à pouvoir régler ou à neutraliser ces forces résiduelles, pour utiliser l'expression qu'eux-mêmes ont utilisée. Nous avons pris cet engagement à Luanda, et puisque nous l'avions réussi dans le passé et qu'eux-mêmes l'ont reconnu, nous pouvons encore le faire aujourd'hui pour le petit résidu qui reste. Ezali lokuta monene oyo Rwanda lelo azali ko propager tango azali ko loba ke bazali ko ya awa pona ko protéger communauté na biso. Ezali lokuta monene d'abord parce que communauté na biso etikali ko inviter bango te, etikali ko senga bango te ke bazala ba avocat na biso. Communauté na biso ezali une des communautés ya Congo. Ba problème na biso entre Congolais, ata to bundi, ata to swani, tozali na tata, pe to koluka ba solution na katikati na biso. Toza na besoin te que muta uta libanda po ya koluka biso ba solution awa. Oyo azaki kolobake ayepo na yango, ayepo na yango te, ayepo na agenda mususu. Agenda ya Rwanda ezali agenda te ya koya ko protéger communauté na biso. Nazaki koloba tout à l'heure que communauté na biso ezali na Kinshasa. Toza ko vivre na Kinshasa. Toza ko vivre na Bukavu. Est-ce que na Kinshasa Rwanda mute protéger biso? To l'état na biso mute protéger biso awa. Ata soki problème to pokoso ebimi. Ezali kaka l'état na biso, est-ce que tokenda kolela? Tokoloba président batu bakomi koloba ke biso toza ba complice. Batu bakomi kotala biso na liso mabe. L'État vient à notre secours, pe bayaka. Ba oyo ba se permetta ba attaquer communauté na biso awa parce que yakapé. Tout la vérité puisque ça makambo to vivre awa sous le régime. Mais la réaction était directe. La réaction était directe, on est venu protéger notre communauté awa. Ba sitenga moko oyo akufi awa na Kinshasa likolo ya likambwana. Eza Rwanda te mute protéger ki bango ezali l'état na biso. Po tozali na l'état oyo azali responsable, pe tozana mokonzi ya mboka oyo azali ko dénoncer yango mikolo nyonso na ba discours na ye. Alobaki yango na Angleterre à l'époque na Londres, alobaka que Munyamulenge azali congolais lokola ba misusu, azali compatriote lokola ba misusu. Botika kosala le jeu de l'ennemi. Oyo azolinga ko kabola biso pote bomona ke communauté ona mutezali complice ya makambo wana. Po yango nde baza ko utiliser lelo comme tout le argument
pona kokota na kati ya mboka na biso toboya makambo wana toboya kopesa bango ba prétexte na ba comportement na biso potango toza ko sala bongo bango bazalo babozo komona makambo tozalo ba izaka solo balingaka bango te baza ko discriminer bango ceux qui bandeko ata problème ekozali ekoki kozala ata pokoso ekoki kozala toza na l'état na biso oyo tulingi yende a régler ba problème wana yango nde toza ko senga yango nde toza ko linga te que toza ko senga biso ba congolais to sala le lit to bango ndeni na lingala hein to pesa bango raison te na discours bango basanango o bazonga ko lekisa na ba mboka libanda pona ko kosa ete que voilà communauté oyo génocide za ko se préparer au communauté oyo massacre za ko se préparer contre bango yango na biso ba biso pula wana ezali wapi bayoka yango wapi boni bakufi na kati ya communauté wana tozali wana Kinshasa tozali na Bukavu tozali na Uvira tozali na Lubumbashi tozali na Kolwezi wapi bakufi pona kolobake M23 ebanda bitumba M23 o ezali tolobaka ilamba oyo Rwanda elati lelo pote alata belamba mususu obino moko boyebi na mikolo oyo ezalaki oyo ezali passé tout à fait donc ne tombons pas tokoya te na kati ya piège na kati ya mutambo oyo banguna oyo état ya Rwanda ezali ko tendre biso tokoya te. Et je termine en faisant appel à l'unité, à la cohésion. Tous à la nabomoko. Pour te toper ça, occasion te na banguna bayako ko sakana na mboka na biso. Yangonde tata mokonza mboka azako koloba mikolo nyonso unité nationale, cohésion nationale. Ba problème na biso to résoudre entre Congolais. Merci. Voilà. Merci beaucoup, ministre Laï. Mais à la qui spécial pour nous permettre na bagnos bateau nyos bazolanda biso ba comprendre makambu oyo président de la République à l'obaka auto lexara mikolonio son cadre campagne bomoko que babanyamulenge baza bandeko na biso ba congolais. Ministre Aguissa Royabisi Pebino awa ndenge nini bango moko bazo vivre difficilement attitude ya président rwandais oazomi bimisane timuto il faut ya ko protéger ba population mususu na mboka batu mususu yango ndeza ko exposer bango awa na Congo toza na plan to bomaka baba nyamulenge te to atakaka bango te ndenge président rwandais aza ko loba na mokili mobimba pona ye azosala bitumba o na est RDC parce que toza na plan ya ko exterminer bandeko na biso babanyamulenge yango ndeko gisa roye lelo pona kolimbolela biso soki bolandie malamu ebisi bino azapeka ye mokote d'abord avant kutu akoba ministre d'état ye moko azana nous député bon ba député nyonso bobonaka tobenga ba député nationaux pourquoi parce que bato ba votera ba député bazalaka bato ba membre ba communauté mokote donc nenga zawana azana vote non pas ya babanyamulenge kaka zape na vote ya babembe ya bafuliro bato nyonso ba ekolo nyonso zaka na Uvira ba pona payer ministre Gisaro comme député a ebisi bino peke na bitumbo tozo sala mikolo yo na Sud Kivu kuna oyo azako commander mapinga c'est le général Patrick Masunzu azape muto a communauté donc il a kisi que bazape na ba cadre bazana ba député na Assemblée nationale bazana ba cadre na banque centrale bazana ba cadre na administration publique bazape kaka na Kinshasa te na ville nini ya Congo bino boka ki sango ke ba ataka ki munyamulenge moko awa biso nyonso nde photo telema to bunda contre ignorance to pe otozo benga poison rwandais le fait que biso tozo lo ba déjà que wana eza poison rwandais eza déjà antidote anti poison parce que to timbeli bango ndenge basalaka. Donc, biso nyonso awa toza na obligation na ba moment oyo yemoko ministre d'état pa pesi exemple ya maloba na Biblia kenda ko ezanga bomoko
eza ndako ekosuka nango kobukana. Soki biso tolingi Congo na biso etelema, il faut tozala na cohésion, il faut tozala na unité, pe il faut toboya piège ya muninga. Mboka na biso Congo tozala na 450 tribus. 450 pour un même peuple. 26 provinces, eza ebele. Eza nde bandolo banabiso ba makamba ba Swahili awa, Swahili ezara nango ekolote awa na Congo. Toyebi bangala, balobaka lingala. Toyebi baluba, balobaka chiluba. Toyebi ba Congo, tolobaka ba Congo. Mais écolonie ezara ba Swahili awa. Swahili eza munoko oyo ba communauté na biso mingi ya ba province ya est balobaka. Parce que eza langue moko uta bakota ba Tanzanie, ba Zanzibar, ti ekomie pa na biso. Bashi balobaka Swahili, balubakat na Katanga balobaka pe Swahili, Barund na Luala balobaka Swahili, eza na ba communauté belé lobaka munoko wana. Donc on ne peut pas considérer que na mboka na biso tozo stigmatiser o Tutsi, o Munyamulenge, o Muswahili. O anonyo sobozo mona eza ba gesticulation. Ya ba oyo balingi Congo ezala ya kokabwana. Alors que bango bazo sala ba œuvre na bango ya ko détruire mboka na biso pe ya ko yiba nkita na biso. Je crois que ministre Guissaro azalaki moi moulaï pour apesi biso pe partant il y a expérience na yemoko. Il a même parlé de son père depuis 1977. Il est pas azalaka commissaire du peuple neti ba député à Lelo. Donc il a kisi ke biso nyonso toza peuple moko yango to ko continuer ko travailler na bino ba pandisango pona ko yeba ba complexité pe ba diversité nyonso toza nango parce que diversité yango wana pe salaka richesse. Monsieur le ministre d'État, merci beaucoup de votre participation et à la prochaine. Merci. Merci. Masolo ya mboka, masolo ya mboka.